Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Donc on a tous un temps imparti assez court, donc je vais aller droit au but. Donc là, le but de ma présentation d'une dizaine de minutes est vraiment de dresser très rapidement le contexte, de ce qui n'est pas classique, d'abord me focaliser sur le client. Parce que c'est vrai que quand on parle de digital, de transformation digitale, voire de numérique, on a tendance souvent à avoir un discours très technique, voire IT. Il ne faut pas oublier que tout ça, au bout d'un moment, ça commence et ça continue avec le client. Et donc, on parlera d'expérience client. Et au-delà de l'expérience client, au-delà de la digitalisation des grandes entreprises, illustré évidemment par le cas de Renault que je connais bien, parler plus globalement de l'impact sur la transformation digitale des entreprises et quelques minutes de perspective. Donc, rapidement sur le fameux consommateur digital, j'ai eu la chance de collaborer avec mon ami Nicolas Rioux sur un ouvrage qui s'appelle « Le consommateur digital » qu'on vient de sortir, où on définit justement ce qu'est ce nouveau consommateur qu'on a appelé Uber consommateur, qu'on pourrait résumer par, je dirais, un certain nombre de tendances. Encore une fois, tout commence par le client, tout commence par les nouveaux usages et nouvelles habitudes. Si on essaie de les résumer, on dresse, on va dire, 6 grandes tendances. La première, c'est le téléphone, notre nouvel meilleur ami. Donc la télécommande à distance sur un nombre important de choses, évidemment dans la voiture, puisque maintenant vous avez la possibilité à distance pouvoir préouvrir, préchauffer votre voiture, etc. Mais on le voit aussi dans un nombre important de secteurs. Je pense notamment à la domotique. Deuxièmement, toute la partie 2.0 et donc l'empowerment des clients et donc toute l'importance des blogs, forums, réseaux sociaux, TripAdvisor et autres. Troisièmement, et c'est là où on voit le lien justement entre le marketing, le digital, la production, c'est toutes ces nouvelles tendances autour de la personnalisation. De plus en plus, le client veut avoir un service personnalisé, mais aussi un produit personnalisé. Ça a été effleuré juste avant dans la présentation précédente. Quatrièmement, on le verra, c'est l'impact sur les modèles économiques, carrément, notamment en termes de distribution. Cinquièmement, et donc là on est plus dans du sociétal, c'est les évolutions profondes que cela entraîne en termes d'usage, et notamment en parlant des biens de consommation comme l'automobile, le fait qu'on se déplace de plus en plus d'un usage de possession à un usage justement purement utilitaire et court terme. Et puis évidemment, comment parler de digital sans parler du data et de la puissance de la data. Donc en gros, cet Uber consommateur, là sous un angle on va dire un peu plus marketing, c'est en gros un consommateur augmenté. Pourquoi augmenté? Parce que voilà, il est plus actif, plus volatile, plus pragmatique, plus exigeant. Donc c'est un peu Monsieur Plus. Et donc par rapport à ça, n'importe quelle marque, évidemment en B2C, mais c'est aussi, je pense, valable en B2B, se doit d'être beaucoup plus pertinent, d'être beaucoup plus dans un mode one-to-one. Je dirais que là, on vit un peu la fin des grandes années de la consommation et du marketing de masse des années 90 et du début des années 2000. Et puis on le voit sur certains débats récents, évidemment, cette notion aussi d'ouverture et d'authenticité. Donc, concrètement, quel est l'impact sur l'expérience client? Parce que ça fait quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, quelquefois, les patrons, que ce soit au marketing, à la production ou autre, sont un peu perdus par rapport aux différentes pistes possibles. C'est vrai que c'est complexe. Complexe, tout d'abord, parce qu'en fait, il y a différents acteurs d'impacter. Il y a le client, évidemment. Il y a l'interne, parfois on a tendance à un peu trop, ou on avait un peu trop tendance à l'oublier. Et puis il y a tous les acteurs intermédiaires. Et si je prends l'industrie automobile, évidemment, le relais des distributeurs. Puisque je rappelle que grosso modo, plus de 90% de la distribution automobile en Europe, en tout cas, se fait de façon indirecte par des concessionnaires indépendants. Deuxième facteur de complexité, c'est que les points de contact clients ne cessent de se démultiplier par rapport, je dirais, aux points de contact classiques, traditionnels, cinéma et magasins, si je caricature. Aujourd'hui, vous avez tous ces points de contact digitaux, web, mobile, app,
sociales et autres qui se démultiplient. Et aujourd'hui, avec l'IoT, c'est évidemment une ouverture énorme qui s'ouvre sur de nouveaux points de contact. Et typiquement aujourd'hui, avec à peu près 50% des voitures qui sont ou qui vont être connectées, c'est autant de millions de personnes qu'on peut toucher directement pendant leur conduite. Troisième point, je me rappelle ce qui m'avait frappé quand j'étais arrivé chez Renault il y a un peu plus de 5 ans, c'est qu'il y avait une vision, je dirais un peu chronologique du digital. Oui, il est indéniable qu'aujourd'hui, le digital, les moteurs de recherche, Google impactent les clients et les prospects en début de parcours client, mais après, on retombe dans le bon mortar. Or, on a fait un certain nombre d'études à la fois quanti et quali, et ce qui est assez frappant, alors malheureusement, on le voit, c'est pas très lisible à l'écran, c'est qu'en fait, c'est un oscillogramme où en fait le client, enfin le prospect puis le client ne cesse de passer de points de contact physiques à des points de contact online. D'où la difficulté, justement, en termes de suivi et de tracking du client, parce que derrière, lui, le client, il estime qu'il a affaire à une seule personne, à une seule marque, à une seule entreprise. Et donc, ce tracking et cette attente de personnalisation devient extrêmement important. Après, évidemment, en termes d'impact, ça a déjà des impacts business. Donc là, si on reprend l'exemple de l'industrie automobile, 2 impacts de chiffres à retenir. C'est que le nombre de marques qu'un prospect a en considération est passé de 4 à 6 marques. Donc c'est quand même assez considérable. Donc le bon vieux temps où en Europe de l'Ouest notamment, on avait des familles Fiat, des familles Renault, des familles Citroën. Maintenant, ce temps-là est révolu puisque aujourd'hui en Europe, c'est un client sur 2 qui change de marque d'un achat à l'autre. Et deuxièmement, en termes d'opportunités, ce qu'on appelle le social CRM, en termes d'opportunités, c'est l'opportunité justement d'utiliser nos clients actuels. Donc typiquement, si je prends l'exemple de Renault, les 25 millions de personnes qui aujourd'hui roulent dans des Renault comme ambassadeurs de la marque. Donc par rapport à ça, typiquement la stratégie qu'on a mis en place il y a 2-3 ans chez Renault, au-delà de la stratégie purement digitale, c'est une stratégie globalement client. Parce qu'en fait, quand on parle de transformation digitale, au-delà de la transformation digitale, en fait, le vrai mouvement, le vrai tsunami, si je puis dire, qui se passe dans nos grands groupes traditionnels, c'est passer d'organisation, de culture surtout, très orientée, focalisée produit, à une culture orientée client. Donc typiquement, en reprenant le parcours client, des premiers prospects jusqu'au réachat, comment on met en action les différents leviers, dont évidemment le digital fait partie, mais aussi les autres leviers physiques, c'est ce qu'on appelle les stratégies omnicanales, avec un certain nombre de leviers supplémentaires pour accélérer cette transformation, tout ce qui est compréhension et utilisation de l'expérience client, ce que les anglo-saxons appellent les pain points, qu'on comprend les difficultés au niveau du parcours client pour apporter une solution, pour améliorer la satisfaction client, la formation qui est clé, j'y reviendrai, évidemment toute la puissance de la data, qu'elle soit big, small ou normale, c'est cette puissance énorme qu'on a en termes de richesse d'informations sur le client, sur le produit et sur les deux combinés. Et puis quatrièmement, comment, en lien avec la conduite du changement, on essaie d'incentiver l'ensemble des acteurs internes et externes sur ce nouveau paradigme. Néanmoins, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Toutes les entreprises, et quasiment aujourd'hui, quasiment toutes, ont entamé en tout cas un travail de transformation digitale, tombent à chaque fois sur les mêmes problèmes. Des problèmes d'expertise et de ressources, donc un problème humain à la fois quanti et quali. Des problématiques de gouvernance et d'implémentation et d'industrialisation, puisque le digital, une des particularités, c'est que c'est un sujet totalement transverse et global. Donc comment arriver à faire de la standardisation et du top-down tout en étant dans un contexte où de plus en plus il faut coller aux attentes du client. Et donc ça, pour les grands groupes internationaux présents comme Renault ou PSA aux quatre coins du globe, c'est une vraie difficulté. Et parlant de ça justement, cette notion de handover et comment on arrive à bien, en termes d'industrialisation, basculer des projets, des plateformes, des accords, des partenariats globaux au niveau du local, puisqu'in fine, le contact avec le client et surtout le business se fait en local.
Donc, troisièmement, au-delà de ça, d'un point de vue un peu plus global et un peu plus stratégique, au-delà de ces sujets de transformation digitale ou de plan de transformation digitale, pourquoi on parle de transformation digitale? C'est parce qu'au-delà de tel ou tel sujet particulier concernant le digital ou le numérique, c'est en fait l'intégralité du business, l'intégralité de la stratégie de ces grands acteurs qui est remis en cause. Si, quand on parle de disruption digitale, pour faire simple, on va dire que pour moi, il y a trois grands axes, je dirais par ordre croissant. Il y a le premier qui aujourd'hui concerne à peu près 100% des entreprises, hein, des grandes boîtes du CAC 40 jusqu'à la petite PME, c'est la digitalisation du modèle existant. Donc là, c'est classiquement, si on prend l'exemple de la distribution, hein, Virgin Megastore, Amazon. La deuxième chose, c'est l'arrivée de nouveaux intermédiaires. Donc si on prend l'exemple classique de l'industrie du voyage que je connais bien, hein, c'est comment on est passé en quelques années d'oligopoles, de grands acteurs historiques, physiques comme Thomas Cook, à Booking.com, qui aujourd'hui a à peu près 80% de part de marché sur la distribution de chambres d'hôtel dans le monde. Et enfin, et c'est évidemment ce sujet-là qui est le plus, on va dire, traumatisant et qui fait couler le plus d'encre, c'est le fameux sujet de l'uberisation, où là on touche au modèle économique même des entreprises, où on voit typiquement, le meilleur exemple et le plus connu étant Accor, qui déjà s'est pris les couches successives de nouveaux intermédiaires avec des TripAdvisor, des Booking.com ou des Expedia, et qui avec Airbnb voit son modèle économique même remis en cause, puisqu'avec Airbnb, c'est un concurrent qui, à l'inverse de lui, possède en termes de capital zéro chambre. Et pour pousser le bouchon, on voit même des pure players, donc des nouveaux acteurs, comme Apple par exemple, sur la musique, qui se font eux-mêmes concurrencer par de nouveaux acteurs comme Spotify. Donc ça a évidemment un impact business majeur. Si je prends le cas d'un constructeur automobile, sur le premier aspect, c'est typiquement un exemple parmi d'autres, hein, tout ce qui se passe au niveau du marketing et de la commercialisation des 3 millions de véhicules que Renault vend en ce moment, avec à la clé des budgets commerciaux extrêmement importants. Alors, Renault-Nissan que combiné, c'est à peu près 2 milliards d'euros simplement d'achat média. Je ne parle même pas de tout ce qui est coût de distribution. Deuxième niveau, c'est qu'est-ce qui se passe demain si on a un TripAdvisor de la voiture, sachant que l'évaluation, c'est que TripAdvisor et les équivalents coûtent à peu près 10 points de coût de distribution pour un acteur de l'industrie du voyage. Et puis troisièmement, c'est qu'est-ce qui se passe si demain, donc c'est une question que Carlos Ghosn a de façon récurrente de la part de journalistes, qu'est-ce qui fait si d'un point de vue sociétal, d'un point de vue usage, demain le fait de posséder une voiture ne soit plus un enjeu et qu'on bascule tous sur du Uber, Blablacar et autres. Donc des enjeux majeurs. Alors c'est toujours pareil, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, parce qu'il y a énormément à la fois d'opportunités et de menaces. Parlant d'opportunités, c'est à la fois des opportunités des deux côtés en amélioration du chiffre d'affaires, donc en top line, mais aussi en termes d'optimisation des coûts. Et c'est vrai qu'en réflexe, on a parfois tendance à plutôt se focaliser sur le deuxième point. Mais évidemment, c'est un volet important sur les menaces, soit par rapport à des concurrents ou des partenaires historiques de ces grandes entreprises, mais aussi évidemment par l'arrivée de nouveaux concurrents, que ce soit des GAFA ou des BATX maintenant, ou des startups. Et pourquoi on parle de transformation et non pas simplement d'évolution? C'est que là, je me rappelle quelqu'un me disant, bon, avec les histoires des CDO, c'est comme s'il y a 80 ans, on avait nommé des Chief Electricity Officers. Je pense que là, la différence, c'est que, voilà, ça touche tous les points de contact, c'est entièrement transversal, il n'y a pas une entité, un département dans un grand groupe qui ne soit pas concerné par le digital. C'est, par rapport à l'historique, une évolution majeure de passer justement de cette culture mass market à cette culture du one-to-one. C'est un écosystème extrêmement différent. Être amené à travailler avec des acteurs qu'on ne connaissait pas. On parle souvent en ce moment d'open innovation et de relations entre les grands groupes et les startups. C'est quelque chose de nouveau. Le fait peut-être le plus important, c'est la vitesse.
Hein, dans l'industrie automobile, on est habitué à des cycles qui, avant, faisaient 7 ans et maintenant font 4-5 ans. Le digital, c'est 5 secondes, donc on n'est pas du tout sur le même baromètre. Et puis, c'est cette notion de nouveauté. Donc là, typiquement, en termes de transformation digitale, c'est moi ce que j'ai mis en place avec mes collègues chez Renault, mais qui est assez classique sur ces 5 blocs, où encore une fois, on a tendance à passer beaucoup de temps sur la partie outils, sur l'accélération de l'IT, etc., ce qui est clairement un point important. Beaucoup de débats sur la partie data, de plus en plus maintenant sur le sujet écosystème, partenariat start-up et autres. Et par contre, 2 sujets qui sont clés sur lesquels on passe moins de temps, mais qui sont aujourd'hui pour moi les freins les plus compliqués. La gouvernance et l'organisation, et surtout le change management, puisque je dirais c'est tout le disque dur qu'il faut repenser. Et donc pour terminer rapidement en termes de perspective, on parle souvent encore une fois des GAFA ou des pure players au sens large. S'il fallait en retenir quelque chose, après avoir un peu disséqué de l'intérieur ces grands acteurs, c'est pour moi, c'est cette notion d'individualisation, de personnalisation qui est clé. Deuxièmement, c'est vraiment des entreprises qui commencent par la data et tout part de la data. Et puis troisièmement, encore une fois, cette notion de culture, c'est des entreprises qui transpirent le digital, notamment dans la façon de faire. Après, vous avez tous lu récemment les derniers articles et autres sur les dernières tendances du Web Summit, du CES, etc. J'y reviens pas. Il est clair qu'il y a un sujet sur la 3D, la réalité augmentée, qui jusqu'à maintenant, pour moi je trouvais ça un petit peu gadget, on commence aujourd'hui à voir des vrais usages business, tant B2C que B2B. Évidemment, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Là, quand je cite IBM Watson et les divorces, c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est un partenariat qu'IBM Watson a fait avec American Express, où en fait ils ont réussi à prévoir à 95% les dates de divorce dans les couples, simplement par l'analyse des relevés bancaires, anonymisés évidemment. Et troisièmement, ce qui m'a assez frappé au CES l'an dernier et encore plus cette année, c'est ce rapprochement des mondes entre le monde de la mobilité au sens large, qui lui-même est très interconnecté, c'est le cas de le dire, avec le sujet des smart cities, qui est lui-même très interconnecté avec le sujet de la domotique. Et puis, j'ai eu une question récemment d'un client, me disait, mais en gros, bon, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, c'est quoi le champ des possibles? Il faut bien que ça s'arrête. Je ne sais pas, parce que quand on voit Vinci qui, par rapport aux perspectives du marché automobile, commence à se dire, est-ce qu'on ne va pas transformer certains superficies de parking en jardin de ville, qu'un Orange, opérateur telco, se lance dans la banque, qu'un General Motors met 500 millions de dollars pour avoir 10% de Lyft, ou que la SNCF prend des parts dans Wicar, on se dit que le monde des possibles est assez large. Donc voilà, en conclusion, je pense qu'en résumé, en termes d'esprit, encore une fois, cette notion de customer-centric, in fine quand même focalisée sur le business, parce que la transformation digitale, à la fin du fin, c'est là pour impacter, et ça impacte déjà le business. Cette notion de vitesse qui est clé, et cette notion de simplicité, qui pour moi, entre autres, est incarnée typiquement par l'écosystème Apple. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans les temps. Non. Merci beaucoup Patrick Husser. On va être honnête, on est près de 20 minutes au lieu de 10. Alors on a doublé la mise. Alors je suis désolé, je m'adresse aux suivants, évidemment, vous arrivez après. Il y en a encore 5 et si on veut avoir un tout petit peu de temps pour pouvoir poser les questions-réponses et faire la table ronde ensuite, je vous remercie infiniment pour ceux qui arrivent d'essayer de tenir le temps. Là, on l'a carrément explosé. Cela dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était passionnant. Et on a appris beaucoup de choses et surtout, ça nous a permis de rentrer vraiment dans le vif du sujet, notamment transport et notamment automobile, mais pas que. Et on était vraiment dans les coulisses. C'est la manière dont les choses se font, ou se réfléchissent, ou s'imaginent, ou s'anticipent, et les craintes aussi, ou les difficultés qui peuvent être approchées. Quelques questions, dont une ou deux qui me sont parvenues par Bikas, vous pouvez bien sûr continuer. Déjà, des questions de sémantique, puisque tous ces métiers sont assez nouveaux. Vous étiez chez Renault, par exemple, CDO, il y aura d'autres CDO ici. Quelle est la différence déjà entre Chief Digital Officer et Chief Data Officer, puisque les deux coexistent? C'est vrai que c'est assez confusant. Le Chief Data Officer, par définition, il est focalisé sur le sujet data.
qui est un sujet en soi, qui devient un sujet exponentiel. Et c'est justement parce que ce sujet devient extrêmement complexe, extrêmement transverse, notamment encore une fois en termes de gouvernance, que de plus en plus d'entreprises se sont dit que ça vaut le coup d'avoir une personne vraiment dédiée sur le sujet. Alors que le Chief Digital Officer, lui, il est censé aborder de façon transverse l'ensemble, je dirais, la vision holistique du digital, dont la data. Alors après, il y a des débats en termes d'organisation et de gouvernance sur est-ce que le Chief Data Officer doit reporter au Chief Digital Officer et autres. Mais en effet, c'est ça, là, en termes de spectre, la différence. Autre question, toujours liée à l'organigramme et au bouleversement interne aux industries, il y a la fameuse DSI, Direction des services informatiques, un peu plus traditionnelle. D'ailleurs, le terme est resté français, alors que les autres, on l'a vu, ont tout à fait dérivé vers l'anglo-saxon. Est-ce que l'un peut être l'autre? Est-ce qu'ils sont forcément séparés? Est-ce qu'on a bien, j'allais dire, des interactions permanentes? Ou il y en a un qui est beaucoup plus au niveau stratégique, quasiment comme un CEO, un patron, doit avoir une vision stratégique, et l'autre beaucoup plus dans la manière, on va dire, l'industrialisation opérationnelle. Est-ce que les choses sont très étanches? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de définition de poste, d'organisation et de schéma d'organigramme, quasiment chaque cas est unique. Je me rappelle un colloque qu'il y avait eu il y a 2-3 ans d'IBM, et c'était CMO, CIO et CDO au milieu. Et l'image était pas mal, puisque justement le job d'un CDO, c'est notamment d'être chef d'orchestre et d'assurer cette transversalité. Donc après, ça dépend énormément de l'organisation historique. Aussi, il faut bien le dire, de la personnalité du CMO, des différents membres du COMEX, du CIO. Par contre, il est clair qu'en termes de succès, ça ne peut marcher que s'il y a alignement entre les enablers, les outils, et donc à commencer par la DSI évidemment, et le business et le marketing. Donc après, c'est qu'au niveau des CDO, vous en avez qui ont des profils plus technique, plus IT, d'autres plus marketing. Ça, c'est assez variable. Dernière petite question. C'est l'attelage. Oui, dernière petite question qui nous vient de Bicast, et puis on pourra la poser aussi à d'autres en table ronde. Cette digitalisation de la chaîne de valeur n'aboutit-elle pas, au-delà du gain retiré de l'obsolescence de ceux qui ne suivent pas le modèle, donc la compétition, on va dire, terrible sur la digitalisation, à un rabotage des marges, un effet de nivellement de la croissance et d'accroissement des inégalités économiques? Et vous avez 20 secondes. Waouh! Peut-être botter en touche là, si j'ai 20 secondes. Bon, on en reparle tout à l'heure alors, oui, c'est cool. Allez, merci beaucoup infiniment Patrick Hofstetter.